Salut les devs.net, on se retrouve pour une vidéo où je vais te montrer comment publier ton application sur Azure facilement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire sur une machine virtuelle Linux. Dans une vidéo précédente, je t'avais montré comment faire cela sur une machine virtuelle Windows, le lien est d'ailleurs ci-dessus, et en fait, ça peut être utile de le faire sur une machine virtuelle si on a des applications installées, besoin d'accéder facilement au système de fichiers de la machine, ou des besoins très spécifiques, et encore une fois, il ne s'agit ici que d'une démonstration à des fins de test et non pas de production, car si on veut se mettre en production, il faut passer plutôt par des pipelines DevOps avec un agent installé, ça dépasse le cadre de cette vidéo, ici je te montre comment le faire à la main pour tester ton application sur une machine virtuelle Linux. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux être notifié, abonne-toi, active les notifs et surtout n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne et ça me motivera à te faire encore plus de vidéos. Alors ici je suis sur mon portail Azure, bien sûr ça nécessite évidemment d'avoir un compte Azure qui soit provisionné, c'est-à-dire avec une souscription actuelle. Donc soit tu utilises la souscription de démo qui t'est fournie quand tu crées un compte, soit tu as une souscription entreprise ou paiement à la consommation. Et donc ici, on va commencer par créer une machine virtuelle. Donc ici, moi j'ai le bloc Virtual Machine. On a également Virtual Machine dans le menu de gauche, ou sinon on peut cliquer sur Create a Resource et accéder aux machines virtuelles. Donc si je clique sur ce bouton Create a Resource, je vois que Virtual Machine ici est directement en premier plan. Donc je vais cliquer sur Create. Donc cette machine, je vais la mettre dans un groupe de ressources. Pour rappel, un groupe de ressources, c'est un groupement logique de plusieurs ressources que tu vas avoir sur Azure qui sont regroupées par, on va dire, par logique en fait. Et donc ici, j'ai le groupe de ressources YouTube où je range toutes les ressources que j'affecte pour les vidéos YouTube. Et ça me permet d'ailleurs de les supprimer et de les activer et de les lister rapidement. Donc ici, je vais l'appeler simplement Linux VM. Je la mets dans le nord de l'Europe. Je ne mets pas de redondance d'infrastructure. Je choisis Ubuntu version 20.04 ici sur une version standard. Encore une fois, on voit ici 65 € par mois. Pas d'inquiétude, tu n'es pas facturé au mois le mois, mais à l'heure de consommation et l'heure coûte plus ou moins 9 centimes. Ici, pour la partie authentification, et c'est là que je te dis encore une fois que c'est bien à des fins de démo et de test, je vais basculer en password pour que ce soit plus facile à gérer, comme ça je n'ai pas besoin d'installer des clés SSH sur ma machine. Les clés SSH sont bien sûr beaucoup plus sécurisées qu'un mot de passe, mais encore une fois, je vais aller vite et te montrer comment faire cela facilement. Donc là, je dois créer un nom d'utilisateur, donc je vais mettre Linux User, et puis un mot de passe. Donc, choisis un mot de passe qui te convient et qui respecte les contraintes de sécurité. Au niveau des ports qui autorisent les infos en entrée, je vais avoir le SSH bien sûr, HTTP, HTTPS. Il y a un gros panneau de warning en disant attention, autoriser le port SSH 22 sur l'IP public va donc créer en fait une faille de sécurité parce que le port sera ouvert et sera donc ouvert au brute forcing. Donc ce n'est que recommandé qu'à des fins de test et ou de configuration. C'est-à-dire que tu peux très bien l'ouvrir au SSH au début, utiliser PuTTY, qui est donc l'outil favori pour taper dans du SSH, configurer ta machine comme il le faut, et puis après fermer ce port-là pour ne plus qu'il soit accessible, ou tu peux également le laisser ouvert et mettre des contraintes de sécurité, comme en disant, si au bout de 5 SS infructueux, je bannis l'IP, bref, il y a un ensemble de possibilités, c'est du domaine de l'administration Linux, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais de suite faire un review plus create, histoire d'aller vite. Et comme tu le vois, ici, ça coûte 9 centimes d'euros par heure. Donc même si tu as un abonnement que tu vas payer à la demande, tu vas lancer ta machine virtuelle pour cette vidéo pendant 1 heure, ça va te coûter 9 centimes. Je pense que tu devrais pouvoir y survivre. Je vais donc cliquer sur Create et on se retrouve quand la machine virtuelle a été créée et est disponible pour la suite des étapes. Donc voilà, ma machine virtuelle a bien été créée, je vais cliquer sur le bouton Go to Resource et donc j'arrive à ma machine. Donc là j'ai l'IP publique, si je la copie et que je la mets ici dans le navigateur, ça va tourner à vide, tout simplement parce que je n'ai aucun serveur web derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter sur la machine pour justement activer le serveur web. Donc pour ça, il y a un outil très pratique qui s'appelle PuTTY, donc P-U-T-Y, qui est un client SSH, donc je t'invite à le télécharger, moi je l'ai déjà, donc je vais l'ouvrir. Et donc en fait, pour se connecter dans PuTTY, on va spécifier ici l'adresse IP de notre machine et nous allons faire Open. Donc ça va ouvrir ici PuTTY en mode console en disant attention, problème en fait en disant qu'il y a une fingerprint. Donc on clique sur Accept tout simplement. Donc il nous demande le login, donc c'est le nom d'utilisateur qu'on a défini au début et le mot de passe. Donc ici, je suis connecté sur la machine, donc sur la machine en ligne de commande. Donc ce qu'on va faire, on va faire deux choses pour que cela fonctionne. Tout d'abord, il faut installer
le serveur web. Donc ça c'est assez simple, on va faire sudo apt-get install nginx. Alors nginx est le serveur web le plus léger et le plus pratique à utiliser sous Linux. Il y a également Apache qui existe mais qui est plus lourd à mon sens et qui pour le coup par rapport aux besoins de .NET disons que c'est pas idéal. Enfin, j'utilise pas Apache, moi j'utilise souvent nginx. Vous trouverez des tutos sur le net si vous souhaitez utiliser Apache. Encore une fois je précise, c'est pas pour de la prod, c'est pour du test. Donc si vous suivez pas ce que je fais, vous devriez avoir le même résultat. Donc moi j'installe nginx, je dis oui. Et donc maintenant que nginx est installé, eh bien ce qui est intéressant, c'est que si je vais maintenant ici sur l'adresse IP, une fois qu'il a fini son installation, eh bien le service nginx est automatiquement lancé, de telle sorte que si je rafraîchis, j'ai welcome to nginx, ce qui veut dire que j'ai maintenant un serveur web devant le port 80 de ma machine qui permet de répondre aux requêtes web. Ce qui veut dire que quand je vais mettre mon application sur la machine, je pourrais dire à nginx de rediriger mon application. On verra comment on fait. Deuxième chose, il faut que j'installe le runtime.net pour pouvoir exécuter mon application .NET sur la machine. Et donc pour ça, eh bien, je vais me rendre sur la doc officielle de Microsoft. Donc je vais mettre .NET install Linux, tout simplement. Donc ici, j'ai install.NET on Linux Distributions. Donc il y a beaucoup de distributions. Là, je vais cliquer sur Ubuntu. Et Ubuntu ayant plusieurs versions, je vais cliquer sur la 20.04 qui m'amène directement au Wizard. Donc si tu choisis d'utiliser une autre version d'Ubuntu, par exemple la 22.04 qui est plus récente, eh bien, sois sûr de choisir le bon wizard. Donc première chose, il faut rajouter les sources Microsoft dans apt, donc je vais cliquer sur copie, ici le bouton, et dans putty, je vais faire un clic droit pour coller, et faire un entrée pour valider la dernière commande. Donc comme tu le vois, c'est ultra rapide. Ensuite, je ne vais pas installer le SDK. Attention, je vais installer le runtime. Le SDK, c'est pour développer, le runtime, c'est pour exécuter. Donc je descends un petit peu et j'ai install runtime. Même procédure, je clique sur copie, je vais dans Putty, clic droit, je fais entrer, et là il y a un peu plus de monde, donc ça va installer le runtime.net, donc ça ne me permettra pas de développer avec la machine, ni d'exécuter des commandes de compilation, mais bien des commandes d'exécution, ce qui veut dire que je dois envoyer là-bas le binaire qui a été compilé juste pour l'exécuter. Donc le runtime est maintenant installé sur la machine, ce qui veut dire que j'ai à la fois nginx et à la fois le runtime.net. Maintenant, ce qui reste à faire, ça va être d'envoyer mon application sur le serveur pour que justement elle puisse tourner en arrière-plan et que nginx renvoie les demandes vers cette application. Donc je vais commencer par créer un répertoire avec mkdir dans le répertoire de mon utilisateur et je vais l'appeler WebApp. Donc ici, si je fais un ls, je vois que j'ai un répertoire WebApp. Donc ce répertoire WebApp, c'est celui dans lequel je vais envoyer les binaires. Donc dans Visual Studio, maintenant, je vais mettre ici mon application, je vais mettre Linux. Et malheureusement, eh bien, à titre personnel, si on décide de faire publier, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la publication automatique de Visual Studio sur une machine virtuelle Linux sur Azure. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si je choisis de faire une nouvelle option vers Azure qui est ici, et que je choisis machine virtuelle, Azure va me lister les machines virtuelles et je vais retrouver mon Linux VM qui est ici. Première erreur, quand je clique dessus, il va me dire qu'il n'y a pas de nom de domaine. Mais quand bien même je décide de donner un nom de domaine, eh bien je vais avoir un autre problème, c'est que je n'ai pas WebDeploy installé sur la machine comme on l'avait fait pour Windows. Tout simplement parce que WebDeploy n'existe pas en tant que tel sur Linux. Donc je suis obligé de changer de cible, donc je fais retour 2 fois. Et là, je peux avoir également serveur FTP, FTPS. Et il faut savoir que les machines Ubuntu sur Azure ont déjà un serveur FTP qui est disponible et actif. Mais avec le service FTP de Visual Studio, ça ne fonctionne pas. En passant même par l'ancien Wizard par un moyen détourné, il m'affiche une erreur comme quoi le SFTP n'est pas supporté sur cette machine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais le publier dans un dossier. Je fais suivant. Alors, on peut le faire par Visual Studio ou on peut le faire avec .NET Publish, la commande en ligne de commande directement. Donc moi ici je vais faire par VS, ça va être un peu plus simple. Donc dans bin release .NET 6 publish, je fais terminer. Et donc ce que ça va faire, eh bien c'est que ça va tout simplement me mettre toute l'application packagée directement dans le répertoire de destination. Donc je vais faire publier. Et ça va me créer les binaires. Donc maintenant ce que je vais faire, et c'est là que c'est un peu plus manuel que sous Windows, je vais ouvrir un gestionnaire SCP qui s'appelle donc WinSCP, comme ceci, qui va me permettre de me connecter à la machine distante. Donc, je retourne sur Azure, sur le portail, je copie l'adresse publique, IP, et dans WinSCP, je vais lui dire de se connecter sur cette adresse-là avec les mêmes identifiants que j'ai fait jusqu'à présent. Donc ici, encore une fois, il me demande d'ajouter la clé dans le cache, je dis oui,
Et donc là, j'ai accès à mon répertoire personnel Linux User. Alors on peut remonter les niveaux et aller jusqu'à la racine du serveur, mais c'est pas recommandé de le faire par FTP. Et donc là, ici, dans Web App, sur la partie droite, je vais pouvoir mettre mon application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller la chercher directement. Donc je remonte 2 crans en arrière, je vais aller dans Source, Repo, Web Application, et je vais aller chercher ici dans Release, .NET 6, Publish, et là j'ai mon application, donc je vais prendre tous les fichiers et je vais les mettre dans Web App. Donc je fais le transfert. Donc là, mon application est maintenant sur le serveur. Donc en gros, à chaque fois que je vais publier une nouvelle version, il faut que je pense à faire un publish et que je fasse un glisser-déposer avec le gestionnaire FTP. Donc ici, si je retourne sur la machine, si je vais dans Web App et que je fais un ls, je retrouve tous mes fichiers qui sont là. Donc maintenant, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est que cette DLL-là, je vais pouvoir l'exécuter de telle sorte que si je fais .NET Web Application 1.dll et que je mets un symbole et à la fin pour dire exécute-le mais en arrière-plan, donc pour le moment, je vais le faire sans le et pour l'instant, eh bien, je vois ici que l'application se lance directement, donc ça fonctionne bien. Donc je vais faire un CTRL-C pour l'annuler, je vais juste vérifier que ça se lançait bien, et je vais mettre un et pour dire exécute-la en arrière-plan s'il te plaît. Donc maintenant qu'elle s'exécute en arrière-plan, si j'utilise la commande curl curl et que je vais chercher ce qu'il y a sur localhost 5000, eh bien je vois ici le contenu de ma page, ce qui veut dire que mon site tourne bien sur le port 5000 en local. Alors par contre maintenant, eh bien la seule chose qu'il nous reste à faire, et ce sera l'étape finale, ça va te dire à Nginx, ne liste plus le répertoire par défaut que tu as, mais redirige-le vers, eh bien, le port 5000 en local qui est en train de tourner. Et encore une fois, ça a des fins de démo et de test parce que ce n'est pas très c'est pas très automatisable ce genre de choses, donc je vous invite surtout à ne pas faire ça à la main pour de la prod. Vous seriez bien ennuyé d'avoir à aller relancer .NET ainsi de suite. Donc on va aller configurer Nginx pour lui dire maintenant il faut que tu utilise le port 5000 en local pour servir les fichiers. C'est ce qu'on appelle le reverse proxy. Donc je vais retourner ici sur mon navigateur, et dans la doc, je vais dire .NET App Ubuntu Nginx. Et là, je vais tomber ici sur le premier lien qui est le lien de la doc Microsoft, qui m'explique comment faire tout ça pas à pas. Donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et si, bon, ça, c'est du code qui vous permet de récupérer des infos d'un reverse proxy assez important, mais c'est pas le but ici. Et là, je vais récupérer cette partie-là. C'est la partie configuration. Donc, on le voit en fait dans etc nginx site available default. On va aller mettre la configuration. Donc, je vais rouvrir ici PuTTY. Je vais utiliser l'éditeur de texte Nano, et donc /etc, alors je vais le mettre un petit peu en décalage, donc nginx, site available, default, et donc ici je vois la configuration par défaut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, d'après la doc Microsoft, remplacer cette partie-là par ce que eux ils ont mis ici derrière. Donc je vais ici supprimer toutes les lignes. Hop, je vais aller là, je vais cliquer sur copie, je reviens dans Nginx, je fais un clic droit, et donc j'ai ici toutes mes infos. Alors le server name qui est là, en l'occurrence, c'est pour un nom de domaine si vous en avez besoin, pour qu'il redirige les noms de domaine. Moi pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser juste sur l'IP, donc je vais mettre ça en commentaire. Je vais faire donc exit, je vais sauvegarder, et alors ici j'ai permission denied tout simplement parce que eh bien j'aurais dû l'ouvrir avec sudo, donc je vais recommencer avec sudo, je refais la manipulation, et cette fois-ci je sauvegarde. Donc maintenant que c'est fait, il va falloir que je redémarre le service Nginx, donc sudo service nginx restart, donc c'est rapide, et donc si je vais après sur Nginx qui est ici, je fais F5, et j'ai bien mon application tourne sur une VM Linux, parce qu'Nginx redirige, enfin récupère tout du port local 5000. Alors attention, encore une fois je vous le disais, si vous faites ça pour de la prod, le problème c'est que si le process en arrière-plan .NET qu'on a lancé, donc ici je vais lister les processus, si le process qu'on a lancé en .NET, alors je sais pas est-ce qu'il est dans cette liste, meurt pour une raison X ou Y, eh bien vous allez avoir un problème dans le sens où Nginx va rediriger quelque chose vers quelque chose qui n'existe pas, donc vous allez avoir une bad gateway. J'essaie de le trouver pour vous montrer, donc c'est ici, celui-là. Donc le PID de ce process, c'est, il est où? PID il est là, c'est 3555, donc kill 3555. Donc là, je fais un shutdown de l'application ici, donc mon application est arrêtée. Je n'ai plus .NET qui tourne en arrière-plan.
on le voit ici, je n'ai plus 3555. Si je fais un F5, j'ai un bad gateway parce qu'NGINX essaye de rediriger vers quelque chose qui ne tourne pas. Donc encore une fois, c'est pas du tout quelque chose de production ready, c'est vraiment pour tester votre application sur une VM Linux. Donc vous avez vu comment faire ça pas à pas, relativement simplement. C'est très manuel par rapport à Windows, où est-ce que sous Windows, eh bien avec Windows Server, on a facilement une petite table d'installation qui est un peu plus longue, mais après on fait que des clics pour publier. Ici, ça va beaucoup plus vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser ton pouce bleu sous la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour avoir la notif de quand je poste une nouvelle vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des technos.net.